Bonjour à toutes et à tous et ravi de vous retrouver. Nous allons parler aujourd'hui de l'économie française avec une nouvelle qui est passée quasiment inaperçue mais qui pourtant est assez incroyable, voire assez dramatique. C'est que le FMI vient de lancer un avertissement, non pas à l'Italie, non pas à la Grèce, mais à la France. Oui, un avertissement sur le dérapage de ses comptes publics. C'est vrai que c'est assez incroyable. Alors, est-ce que c'est mérité? Est-ce que bientôt la France va être placée sous surveillance du FMI? Bon, on n'en est pas encore là, bien entendu, mais ça mérite encore une fois de se poser la question parce qu'on a effectivement des vrais dangers. Je sais qu'on veut nous faire croire que tout va bien dans le meilleur des mondes. On a néanmoins des chiffres. Ici, on dit constamment la vérité. Et donc, on va la voir, cette vérité, avec, bien sûr, comme d'habitude, des graphiques réalisés sans trucage, explicites, pédagogiques, que vous pourrez d'ailleurs réutiliser. Il faut diffuser, bien entendu, cette information. J'en profite pour vous remercier encore une fois de votre fidélité sur la chaîne YouTube, sur Reset 2 qui fonctionne toujours très très bien. Merci à toutes et à tous. Mais encore une fois, la question est de savoir, est-ce que la France n'est pas vraiment en danger? En tout cas, c'est le FMI qui le dit. Alors, qu'a dit le FMI tout simplement? C'est son rapport qui sort tous les ans, à peu près vers le mois de novembre. Eh bien, on le voit, voilà. Eh bien, aujourd'hui, la France est confrontée à une inflation élevée et un très fort ralentissement économique avec, alors bien sûr, le FMI nous dit bien que la France a réussi, entre guillemets, à gérer une croissance forte en 2021 avec le quoi qu'il en coûte. Et dorénavant, on nous dit, ça suffit, le quoi qu'il en coûte, il faudrait arrêter, notamment en 2023. Or, ça continue. Et donc, il y a cette crainte de dérapage des comptes publics français. Donc les prévisions du FMI sont assez incroyables. Croissance du PIB donc pour 2023, 0,7%. Le gouvernement est encore autour des 1%, je vous le rappelle. Nous, on est autour des 0,5%. Parce qu'évidemment, on va voir tout à l'heure, les indicateurs ne sont pas très bons. L'inflation autour des 5% en moyenne. Bien sûr, on va avoir une poursuite de la hausse de l'inflation après ça va repartir à la baisse à partir de la mai 2023. Donc en moyenne, ça sera autour des 5%. Là, on est globalement d'accord, mais ça pourrait être un peu plus élevé. Puis, déficit public qui est quand même à 5,4%. Je pense même qu'il sera d'ailleurs au-delà. Ce qui est intéressant de voir, c'est que le FMI aujourd'hui alerte parce qu'il nous fait des prévisions, vous voyez, sur tous les pays de la zone euro. Et donc à partir de 2023, la France devient le cancre européen des déficits publics. Vous voyez, donc là, on a l'Allemagne, bon alors, c'est des projections jusqu'en 2027, alors on verra bien d'ici là, mais c'est vrai qu'on voit que l'Allemagne réduit son déficit, la zone euro sens large également, pareil pour l'Italie, pareil pour l'Espagne. On verra bien, évidemment, alors que l'Italie et l'Espagne avaient généré un déficit beaucoup plus élevé pendant la pandémie, même nous, si on en était quand même très très loin, là, ça se redresse, mais vous voyez, ensuite, on se stabilise. Donc on va rester autour des 5,4 et même en 2027, autour des 5%, ce qui évidemment est inacceptable, parce que ce déficit, il faut le financer, il faut le payer au travers notamment de nos impôts. Ne l'oublions pas, là aussi c'est nous qui finançons ce déficit. Alors le problème c'est que vient de sortir aujourd'hui même les indicateurs avancés de la croissance de la France, ce qu'on appelle les indicateurs des directeurs d'achat, et malheureusement, ça y est, on l'avait annoncé ici il y a quelques mois déjà, nous sommes en train de passer en récession en France, malheureusement, bien entendu. Alors on le voit, c'est très simple, là, la courbe bleue, c'est le PIB français, on voit effectivement la baisse en 2020, le redémarrage très fort en 2021, et puis ensuite les indicateurs avancés, donc en vert c'est dans les services, en rouge c'est dans l'industrie, vous voyez, il y a la barre à 50, au-dessus c'est la croissance, en deçà c'est le recul de l'activité, c'est très net, nous sommes en recul de l'activité, tant dans l'industrie que dans les services, également sur l'indicateur composite, tout secteur d'activité, donc ça y est, le PIB va baisser au cours du quatrième trimestre 2022 et également premier trimestre 2023, donc c'est bien cette récession qui est en train de s'installer. Alors le drame c'est qu'elle arrive alors que ça va déjà pas très très bien, notamment si on regarde les défaillances d'entreprises, là aussi on avait une flambée assez incroyable. Alors supposition sur le troisième trimestre, on pourrait avoir une hausse, regardez bien, de 70% en glissement annuel des défaillances d'entreprises en France. La Banque de France qui s'arrête au deuxième trimestre nous dit déjà c'est plus 40, là on serait autour des plus 70 en glissement annuel. Alors bien sûr, on part de très bas puisque pendant la pandémie notamment et jusqu'en 2021, comme il y avait le quoi qu'il en coûte, on a aidé beaucoup d'entreprises, notamment ce qu'on appelle les entreprises zombies, qui finalement ont été sauvées alors qu'elles devaient disparaître. Donc aujourd'hui, elles disparaissent vraiment, bien entendu. Mais tout ça, tout cet argent, je vous rappelle, la dette publique a augmenté de l'ordre de 540 milliards d'euros en 2 ans, des sommes complètement folles. Donc tout ça a été dilapidé, bien entendu. Alors parfois, ça a bien sûr été utile, mais le problème, c'est qu'on a continué en 2021, continuons également en 2022 avec le bouclier tarifaire, et donc on a cette explosion, je dirais, des faillites qui est en train de s'installer. Alors si la récession arrive, évidemment, ça ne va pas s'arranger, d'autant que nous avons toujours cette inflation qui est extrêmement forte.
Elle a donc été confirmée au mois d'octobre donc à 6,2%. Alors vous savez, il y a le petit problème entre l'inflation mesurée aux normes INSEE, on est à 6,2%, aux normes Eurostat, donc harmonisées européennes, on est autour des 7,1%, et donc on est quand même sur des plus hauts depuis soit octobre 84 si on regarde les normes INSEE, les normes européennes, soit juin 85 si on regarde les normes françaises. Enfin, c'est quand même des plus hauts depuis le début des années 80, et donc bien entendu, le drame c'est que ça continue. Alors on nous parle d'une inflation à 2 chiffres, elle est déjà là. Alors elle est déjà là notamment pour les ménages modestes, malheureusement, pour eux qui ont une part importante de l'alimentaire et de l'énergie dans leur panier de la consommation moyen, eh bien on est déjà à 10-12% d'inflation. Alors ce qui veut dire évidemment qu'on a un risque social et sociétal. Autre problème, c'est qu'on a aujourd'hui, si on regarde l'inflation officielle de l'INSEE sur le mois d'octobre, c'est le dernier chiffre dont on dispose, eh bien on voit qu'il y a déjà énormément de biens et services où on a déjà une inflation à plus de 2%, à plus de, je dirais, 2 chiffres. Donc évidemment, on voit ici, bon, la combustion liquide, on était habitué, 66% de hausse, énergie thermique, 56% de hausse. Alors après, ça devient plus embêtant, parce que fruits surgelés, on est à 40% de hausse. Regardez, fruits, huile et grasse, 27,9%, et le tourisme, 28,5% d'augmentation, farine et céréales 24,3%, pâtes alimentaires on est à 21%, nous avons ici les légumes frais, on est à 33,9%, c'est assez incroyable, un niveau qui est très élevé, d'ailleurs on aurait dû le mettre un peu plus haut, et puis on a évidemment tous ces prix qui augmentent, même j'ai envie de dire les meubles on est autour des 8,4% d'augmentation. Alors il n'y a que quelques biens qui baissent encore, notamment les services culturels, bon évidemment ben, on passe ça un petit peu au second plan, moins 11,8%, et toujours les abonnements audiovisuels, moins 22,7%, ben oui, hein, on n'a plus trop de moyens de dépenser pour ces abonnements, mais néanmoins, on voit que pour l'ensemble des tarifs, regardez le café, on est à 13,5% d'augmentation, les fromages, œufs, 14,8%, des biens du quotidien, hein, évidemment, qui font que malheureusement, ben, on a cette difficulté quotidienne. C'est vrai que l'inflation globale, elle est affichée à 6,2%, mais ça c'est l'inflation affichée. L'inflation ressentie, comme ce sont des biens du quotidien qui sont concernés, on est malheureusement bien au-delà. Alors le drame, c'est qu'on a eu ce bouclier tarifaire qui coûte extrêmement cher, autour des 100 milliards d'euros d'ores et déjà, qui va prendre fin progressivement, mais surtout, si on regarde les prix à la production, hein, eh bien, on voit que l'inflation va encore augmenter. Donc là, je vous rappelle cette corrélation. Donc là, c'est l'inflation française, la courbe rouge, donc on voit 6,2 norme INSEE, et les prix à la production, hein, donc c'est la courbe bleue, donc indicateur avancé de l'inflation, là on est à quasiment 30% de hausse, et donc on voit bien que on pourrait atteindre 8, voire 9, voire même 10% d'inflation, malgré le bouclier tarifaire. Il faut bien prendre conscience qu'on ne peut pas éviter l'inévitable. Donc ce bouclier tarifaire nous a permis de gagner quelques mois, mais néanmoins cette inflation à 8-10%, on va quand même l'avoir, surtout qu'on va limiter ce bouclier à partir du début d'année. Donc voilà, ça a coûté extrêmement cher, mais on n'a fait que gagner quelques mois, malheureusement, et donc cette inflation va continuer d'augmenter et donc d'aggraver là aussi la récession. Donc premier problème, cette récession s'installe avec également une inflation qui reste forte. Elle va baisser à partir de la mi-2023 si tout va bien, mais elle va quand même rester élevée, ne nous leurrons pas. C'est donc le premier problème. Deuxième problème, on a ce qu'on appelle effectivement ces déficits structurels. D'abord, déficit commercial. Alors j'en avais déjà parlé, mais je le remontre ici. On a un record, quasiment 150 milliards d'euros de déficit de la balance commerciale française sur 12 mois. C'est bien sûr du jamais vu, un record historique. Donc là, on voit bien l'impact de la désindustrialisation. C'est pas que l'énergie, parce que même hors énergie, on est également sur des sommets historiques de déficit commercial, et donc parce qu'on n'arrive plus simplement à exporter. Et comme il y a un ralentissement mondial, alors une récession mondiale qui arrive, ça sera encore plus dur d'exporter que par le passé, et donc notre déficit extérieur va rester élevé. Sur ce arrive le deuxième déficit, donc qu'on appelle déficit budgétaire. On l'a vu tout à l'heure, selon les normes, du moins les prévisions du FMI. Je pense que normalement on sera plutôt autour des 6% de déficit, hein, c'est les bâtonnets bleus ici, donc en France, pour 2023. Je vous rappelle que le dernier excédent public remonte à 1974. Vous voyez, le problème c'est que là le FMI lance un avertissement à la France, mais pourquoi il ne l'a pas fait avant? Parce que avoir, je dirais, autant d'années sans le moindre équilibre budgétaire, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. C'est-à-dire c'est extrêmement dangereux, c'est une sorte de fuite en avant avec une dette publique qui continue de flamber. On sera bientôt à 120% du PIB, et donc cette dette publique jusqu'à présent a été achetée par la Banque Centrale Européenne au travers de ce qu'on appelle la planche à billets. Maintenant ça y est, ça s'arrête, et donc les taux d'intérêt des obligations d'État augmentent assez nettement. Alors ils baissent un tout petit peu là depuis quelques jours, on voit cette courbe assez incroyable, donc ça c'est les taux d'intérêt à 10 ans de la dette publique française, on est monté à 3%, maintenant on se stabilise autour des 2,5%, ça génère également là aussi un coût de 110 milliards d'euros
euros de charges d'intérêt de la dette supplémentaire pour la France, c'est quand même assez énorme. Bien sûr, sur 10 ans, c'est la nouvelle dette qui coûte plus cher. L'ancienne, elle coûte pas cher, c'est sûr, mais la nouvelle, comme on s'endette en permanence, puisqu'on est constamment en déficit, et qu'on n'a même pas assez de croissance pour financer les intérêts de la dette, il faut encore s'endetter, ne serait-ce que pour financer les intérêts de la dette, financer les déficits. Donc voilà le problème. Encore une fois, réduire les déficits, c'est pas pour faire plaisir au FMI, c'est parce que ça nous coûte extrêmement cher. Donc jusqu'à présent, on masquait un petit peu tout ça avec notamment la planche à billets de la BCE. Maintenant, c'est terminé, on ne peut plus continuer. Et donc, ce qui fait qu'on a cette grande difficulté, sachant que comme les taux d'intérêt sont en train d'augmenter, eh bien, ça va casser l'activité, casser l'investissement, casser la consommation. Donc, ça va alimenter la récession. Idem, on en avait parlé également, mais sur l'immobilier, c'est vrai qu'on en a voulu. J'avais dit que les prix de l'immobilier allaient baisser. Ça y est, ça commence. Il n'y a qu'à regarder les prix dans les agences immobilières aujourd'hui, notamment dans les grandes villes, en particulier à Paris, Lyon, Bordeaux, mais également de plus en plus, ça commence à se répandre. Bah oui, comme les taux d'intérêt augmentent, on le voit ici, c'est la courbe rouge. Quand les taux d'intérêt augmentent, donc la courbe rouge baisse, c'est une échelle inversée, et donc les prix des logements, c'est la courbe bleue, eux aussi vont baisser, donc on pourrait avoir 10-15% de baisse. Alors on me dit, oui, mais vous l'avez dit également en 2007, 2008, c'est vrai, je l'avais dit, mais regardez, les prix avaient bien baissé à l'époque, ça a redémarré ensuite parce que les taux d'intérêt ont baissé, et ainsi de suite. C'est flexible, c'est cyclique, j'ai envie de dire, les prix de l'immobilier, et là on a été beaucoup trop loin, avec les taux d'intérêt qui augmentent, inévitablement on a cette baisse de l'activité, et je vous rappelle que quand le bâtiment va, tout va, mais quand le bâtiment ne va pas, tout ne va pas non plus. C'est ça le problème, c'est qu'on a cette situation aujourd'hui de difficulté qui est déjà forte et qui va s'aggraver. Donc ça veut dire, s'il y a moins de croissance, voire une récession, il y a plus de déficit, donc il y a plus de dettes, donc les taux d'intérêt augmentent encore, et donc ça aggrave la récession, et ça aggrave le dégonflement de la bulle immobilière, et ainsi de suite. Alors bien sûr, sur le long terme, l'immobilier repartira à la hausse, mais néanmoins, à court terme, les ménages se sentent appauvris. On voit son bien qui vaut de moins en moins, donc là aussi ça inquiète, et donc on le voit, les Français commencent à puiser dans leur épargne, tant mieux, mais c'est pas inextensible cette épargne, donc ce qui veut dire que là aussi on a une difficulté durable. Donc cette fuite en avant commence à nous coûter très cher. Alors, d'où pour terminer, comment on s'en sort? C'est ça la grande question. Alors déjà, je rappellerai, parce qu'on ne le dit pas assez, que nous avons la chance de vivre en France, qui est un pays qui est formidable, un pays exceptionnel qui a des avantages, j'en ai mis quelques-uns ici, bien entendu, notamment d'un point de vue du positionnement géostratégique, de nos infrastructures, puis de nos fleurons. On a également des fleurons assez incroyables. Alors on vit également de plus en plus vieux, malgré le coronavirus, 85 ans pour une femme, 80 ans pour un homme. D'ailleurs, c'est ce qui fait que le problème de la retraite est là, c'est que aujourd'hui on vit 23 ans en moyenne à la retraite, donc contre 2 à 3 ans dans les années 60-70. Donc c'est clair que on vit plus longtemps, tant mieux, encore faut-il vivre en bonne santé, et puis surtout vivre avec un pouvoir d'achat. Donc ça veut dire que là aussi, c'est un conseil que je vous donne, commencez à épargner pour votre retraite, pas avec la retraite par répartition, parce que malheureusement, ça risque de pas, je dirais, être complètement assuré. Par contre, il faut se protéger pour effectivement financer notre propre retraite. Autre avantage, ça aussi on ne le dit pas assez, nous sommes numéro 1 du monde en termes de dépenses sociales. Vous voyez, c'est 32% de notre PIB, la moyenne de l'OCDE, donc des pays développés, c'est 20,5%. Vous voyez que c'est énorme, donc on a là aussi un avantage incroyable. Alors c'est sûr que parfois il y a des abus, il y a des gaspillages, mais qu'on ne me dise pas que la France est un pays ultra-libéral, où globalement on n'est pas assez protégé. On est ultra protégé bien entendu, sauf que bien sûr, des fois il y a des dérapages, donc ceux qui le méritent vraiment ne sont pas forcément protégés, alors que parfois certaines dépenses publiques vont ailleurs, dans les dépenses de fonctionnement ou autres. Donc là aussi, il faut justement faire ce qu'on appelle un monitoring, il faut surveiller ces dépenses publiques, donc on commence déjà à comprendre les mesures qui peuvent nous permettre de repartir vers le haut, avec également cette redistribution qui donc, grâce à ces dépenses sociales, permet de faire baisser le nombre de pauvreté, le taux de pauvreté de 22 à 14%, 5 millions de personnes qui sont sauvées de la pauvreté. Vous allez me dire, c'est pas assez. Oui, mais c'est quand même, c'est moins que rien. Encore une fois, c'est beaucoup mieux que rien, du moins. Et ce qui veut dire que là aussi, on a une situation où, par rapport à nos voisins notamment, encore une fois, on est gâté. C'est-à-dire qu'il faut bien prendre conscience qu'aujourd'hui, nous avons une chance incroyable de vivre en France. Maintenant, après, il faut que ça puisse durer, tout ça. Pour que ça puisse durer, il faut qu'on arrête de faire n'importe quoi, notamment en termes de déficit public. Bon, je rappelle qu'on a également des fleurons internationaux. Le problème, c'est que, vous voyez, historiquement, notre croissance structurelle, ça veut dire la croissance qui s'obtient lors d'un fonctionnement normal de l'économie, c'était 2,7, 2,5% dans les années 80-90. Maintenant, on est à seulement 0,9% de croissance structurelle. Donc on ne peut plus continuer, évidemment, à avoir ce développement des dépenses publiques énorme.
avec parallèlement, vous voyez, en termes de PIB par habitant, donc de richesse par habitant, on était 12e en 1990, là on est 24e, peut-être même 26e en 2022. Voilà, donc c'est ce qu'on appelle le fameux déclassement. Alors encore une fois, il ne faut pas être pessimiste, hein, globalement, il faut faire du French bashing. On adore la France, justement, on est content que la France vienne gagner son premier match de la Coupe du Monde de foot, bien entendu. Hein, et justement, il faut sauver la France, ça ne suffit pas de gagner au foot, il faut aujourd'hui sauver l'économie française. Alors donc, avec des dépenses publiques qui sont à quasiment 60% du PIB, numéro 1 dans le monde. Alors il y a le Danemark, on fait tantôt c'est eux, tantôt c'est nous, mais globalement on est quasiment numéro 1 du monde en termes de dépenses publiques. Idem sur les impôts, là c'est le poids des prélèvements obligatoires, numéro 1 du monde également en termes de pression fiscale. Donc là aussi c'est pas très sérieux tout ça. Et on voit bien que plus la pression fiscale augmente, la courbe rouge, plus la courbe bleue, c'est-à-dire la croissance structurelle, baisse. Donc on a compris ce qu'il fallait faire pour sauver la France. Donc je vais terminer par justement ce que j'appelle cette thérapie de choc bienveillante. Alors pour plus de détails, j'en parle dans Risset 2, mon dernier livre, si vous voulez. Mais déjà, premier point, il faut baisser les impôts pour tous. Il faut aujourd'hui redonner du pouvoir d'achat, c'est ça le plus important, bien entendu. Donc on peut baisser la CSG que tout le monde paye, hein, ne l'oublions pas. Également, on peut baisser l'impôt sur les sociétés pour relancer la machine. On avait parlé de la suppression des impôts sur la valeur ajoutée, qui sont toujours là finalement. Donc on se rend bien compte que bon, ça c'est le premier point. Il faut donner du pouvoir d'achat, donner, encore une fois, les moyens d'espérer. Et donc au travers de ça, la baisse des impôts pour toutes et tous. Si on fait ça, il faut également réduire les dépenses publiques. Alors, bien sûr, pas forcément les dépenses de, je dirais, sociales, mais surtout les dépenses de fonctionnement qui augmentent de l'ordre de 10 milliards d'euros par an en moyenne depuis une quinzaine d'années. Donc ça fait quand même 150 milliards d'euros comme ça, je dirais, qui ont explosé. Donc là aussi, il faut faire attention. On peut réduire ces dépenses de fonctionnement, optimiser la dépense publique, mieux allouer et pas faire comme ce fameux quoi qu'il en coûte où on a dépensé n'importe comment. Alors, je dis pas en septembre, en mars 2020, je comprends, mais ensuite on a évidemment continué. Et voilà, comme il n'y avait pas eu de sanctions, ben on continue encore aujourd'hui. Il faut que le FMI, justement, lance cette alerte assez incroyable. Bien sûr, réduire le coût du travail, alors ça ne veut pas dire qu'il faut baisser les salaires, loin s'en faut, au contraire, il faut augmenter les salaires nets, donc en réduisant les charges qui pèsent sur les salaires, ce qui permettra là aussi de relancer la machine. Avoir un marché du travail qui soit plus flexible, aussi plus fluide, arrêter le caractère obligatoire des 35 heures, donner le choix à ceux qui veulent travailler plus, pourront effectivement avoir plus de rémunération, et puis ceux qui veulent travailler moins, si ça se justifie, à ce moment-là, il ne faut pas oublier que la valeur travail est essentielle. C'est vrai qu'on a oublié avec ce coronavirus, où globalement la valeur travail a été mise de côté, on a dit non mais on peut continuer à vivre comme ça, avec les aides de l'État, ou avec des crypto-monnaies, etc., en spéculant sur les marchés. Non, on voit bien que ça n'a pas duré, heureusement d'ailleurs, et qu'il faut aujourd'hui retrouver ses esprits, retrouver le bon sens. Il faut également innover massivement, hein. On voit bien que nous sommes en retard sur toutes les innovations malheureusement, et c'est bien triste. Alors avec également des efforts de formation, parce que là aussi, hein, on veut réindustrialiser, c'est bien beau, mais s'il n'y a pas de main-d'œuvre adéquate, formée pour ce faire, évidemment ça ne servira à rien. Donc c'est sûr qu'on a pléthore de Bac+5 en histoire de l'art. Alors j'aime beaucoup l'histoire de l'art, c'est clair qu'en termes de débouchés, bon, il faut le savoir encore une fois, là aussi on fait son choix, hein. On peut très bien vouloir faire Bac+5 en histoire de l'art, mais il faut savoir que les débouchés seront limités, donc c'est pourquoi il faut là aussi orienter, hein. On a des entreprises aujourd'hui qui sont obligées de créer leur propre école en interne pour former leurs salariés, c'est quand même incroyable. On a l'éducation nationale la plus chère du monde, mais on n'arrive pas à former nos salariés, nos jeunes notamment, pour justement trouver très rapidement un emploi, parce que c'est le problème là aussi, le taux de chômage baisse, le taux de chômage des moins de 25 ans, il est toujours proche des 17%, donc c'est des niveaux assez énormes. Je ne parle même pas des taux de chômage dans les cités HLM, ce qui est évidemment particulièrement dangereux. J'y ai vécu comme vous le savez, donc là aussi, il faut redonner de l'espoir. On doit faciliter le financement de l'économie avec des fonds justement d'investissement qui seraient dédiés à cela, pour investir également, notamment en France, ce qu'on appelle ces fameux fonds d'investissement, ces fonds de pension, entre guillemets, mais français, pour investir en France. Là aussi, ça financerait la retraite et ça soutiendrait l'investissement, donc l'emploi, donc la consommation. Et puis bien sûr, le problème c'est que quand je dis tout ça, on me dit « Ouh là, vous êtes ultra-libéral ». Pas du tout, moi je suis pour sauver l'économie française, je suis à la fois pour, bien sûr, la liberté dans l'économie, mais également pour du social. Il faut aider, c'est sûr que le modèle américain où il n'y a pas de social, ou quasiment pas, c'est pas le modèle qu'il faut défendre, non, il faut bien sûr du social, il faut aider, c'est indispensable, il faut redistribuer, mais encore une fois, il faut que ça puisse durer, donc pour qu'on puisse répartir le gâteau, il faut qu'il y ait du gâteau. Si le gâteau se réduit, il y a de moins en moins de parts à couper, et donc c'est ce qui fait que nous avons ce problème aujourd'hui, et donc pour arriver à tout cela, il faut développer la culture économique des Français, c'est ce qu'on fait sur cette chaîne, c'est ce que vous faites également, vous, je le sais, au travers, en diffusant toutes ces vidéos. Merci encore à vous toutes et tous. Donc voilà, on a les moyens de sauver l'économie française, il faut bien sûr
sûr, encore une fois, redonner du pouvoir d'achat et améliorer le fonctionnement de notre puissance publique qui est énorme. Et donc, c'est pas moins d'État qu'il faut forcément, c'est mieux d'État. C'est ça le vrai enjeu. Et c'est comme ça qu'on sauvera notre douce France et qu'on évitera justement la mise sous tutelle du FMI. Parce que si ça continue comme ça finira par arriver, même si nous sommes la France, même si nous sommes un super pays, même si on gagne la Coupe du Monde, on l'espère tous. Mais néanmoins, on se rend bien compte que ça ne suffira pas. Donc, gardons l'espoir, voici les mesures. Aujourd'hui, on va vivre 6 à 9 mois extrêmement compliqués parce que la récession s'installe, on l'a vu, l'inflation va rester élevée. Donc voilà, il faut s'arc-bouter en espérant que nos dirigeants seront à la hauteur de la situation. Ça, c'est pas gagné malheureusement, mais qu'on évitera bien sûr des risques sociaux et sociétaux parce que là, ça sera évidemment particulièrement négatif et dangereux. Donc gardons l'espoir malgré tout. Bonne continuation, merci à toutes et à tous et à très bientôt.